Coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo un petit peu avec un jour de décalage en fait, parce que hier j'étais malade, ça s'entend peut-être à ma voix, et du coup je n'ai pas tourné hier, donc je tourne exceptionnellement un lundi. C'est la première fois je crois que je fais un live un lundi, mais bon voilà, c'était... Sinon après c'était trop tard, là on est le 29 septembre, et les premières sorties là, c'est littéralement dans 2 jours. Et donc là dans demain, vu que vous aurez, pour vous ça sera demain, vu que vous aurez cette vidéo, d'ailleurs il faut absolument que je note, mais voilà, puisque ce sont donc les sorties grand format d'octobre. Et oui voilà, les premières, il y a la première grosse vague de sorties, peut-être même la plus grosse vague de sorties, c'est vrai, littéralement le 1er octobre, donc ce sera un mercredi, ouais c'est ça. Du coup non, voilà, c'était vraiment là, j'étais vraiment au bout du bout là. je pouvais pas plus décaler. Du coup il y en a quand même pas mal, parce que franchement j'ai vraiment galéré. Je pense que c'est sans doute peut-être la fois même où j'aurais eu en tout cas une des fois où j'aurais eu la plus grande liste de départ, de première sélection. C'est-à-dire que j'avais plus d'une 60aine de titres sélectionnés. C'est rare. En général, j'en ai une 40aine. Un peu plus. Max 50. Là, j'en avais plus d'une 60aine. J'en avais peut-être 65 ou 6. Pas loin des 70 au final. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Donc, c'était trop. Et du coup, bon, j'ai dû... restreindre au max, donc désolé, il y a pas, voilà, honnêtement il y a des trucs, par exemple il y a des auteurs que j'ai pas mis alors que je les aime beaucoup, genre Christian White ou Soren Sveistrup, mais parce que les synopsis me hypaient pas tant que ça, je me suis dit de toute façon c'est des sorties que tout le monde aura vues, donc c'est pas très grave, j'essaye de mettre des trucs peut-être un peu moins visibles, je sais pas. Bon, après il y a des trucs aussi hyper connus dans ce que j'ai mis, mais des trucs qui me tentaient plus. J'ai vraiment restreint à ce qui me tentait moi, et aussi à peut-être un petit peu de diversité. Voilà. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous propose d'attaquer avec donc le petit, est-ce que je l'ai bien positionné? Oui, le petit le petit diaporama, je vais y arriver, les petites statistiques, voilà. Très peu de graphiques, ce mois-ci ça a été trop compliqué là, donc voilà. Et tiens, j'avais oublié de rajouter les petites stats des maisons d'édition sur les poches d'ailleurs. Mais voilà, encore une fois, j'ai essayé de représenter beaucoup de maisons d'édition, pas mal de pays. Et vous le voyez, alors, incroyable, je pense que c'est la première fois aussi que l'horreur est en tête. Alors voilà, bah oui, c'est octobre, c'est le mois d'Halloween, et écoutez, j'ai représenté Halloween comme il se devait, puisque voilà, il y a beaucoup de romans et graphiques aussi, horrifiques. Voilà, contemporain aussi, bien sûr, comme d'hab. Pardon, en tête. Et en fait, figurez-vous qu'il y avait énormément de thrillers qui me plaisaient. En octobre, je m'étais dit, oh là là, les thrillers vont être en tête. Et en fait, le truc, c'est que il y en avait tellement que je pense que c'est ce que j'ai le plus réduit au final. Au final, je me suis dit, c'est bon, comme il y a plein de thrillers, j'enlève. Et au final, il en reste plus tant que ça. Mais bon, honnêtement, il y avait beaucoup de thrillers. C'était des thrillers domestiques. C'était des trucs assez classiques qui, moi, me tentaient pas mal, en vrai. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas une grosse perte si j'en parle pas, c'est pas très grave, donc voilà. Voilà en tout cas pour ces statistiques. Et on va donc attaquer avec le premier qui est un vieux roman, puisqu'il a plus de 30 ans. Mais c'est la première fois qu'il est édité en France. Il s'agit de L'autre pouvoir de Starhawk. Oui, Starhawk, c'est le pseudonyme d'une autrice américaine.
C'est un roman qui a été écrit en 1993, donc qui sortira le 1er octobre aux éditions Cambourakis, voilà, édition que j'aime beaucoup. Et donc on est dans une dystopie, voilà, évidemment. C'est une dystopie / utopie. La Californie est coupée du monde, est coupée du reste du monde, pardon, après des bouleversements politiques qui ont eu lieu au milieu des années 2020. Tiens donc, est-ce qu'on serait pas pile poil au milieu des années 2020? Je pense que ça a dû jouer sur la volonté de Cambourakis d'éditer ce roman pile en 2025, c'est assez drôle. Donc voilà, il y a eu des bouleversements politiques, on se demande bien lesquels, est-ce qu'elle a été visionnaire sur ce coup-là? Et on va être 20 ans plus tard, donc du coup au milieu des années 2040, si je calcule bien, à San Francisco, et on a une rébellion non violente qui est menée par 4 femmes, et qui va permettre de bâtir une société ouverte. Bon, la rébellion a lieu un peu avant, vous l'aurez compris, mais du coup ça a permis de bâtir une société ouverte, horizontale, libertaire. Alors libertaire, attention, moi les libertariens, bon, mais c'est pas grave. Après, ça avait peut-être une autre définition dans les années 90. Basé sur le respect des 4 éléments sacrés. Alors voilà, c'est là où je commence un peu à me méfier. J'allais vous parler de ce souci-là, mais j'y viendrai après. Donc basé sur le respect des 4 éléments sacrés, terre, eau, air, feu, qui garantit à toutes et tous un accès égalitaire aux ressources naturelles. La province de Los Angeles est tombée aux mains d'une alliance entre militaires, marchands et religieux intégristes, et elle s'est enfoncée dans la ségrégation raciale et l'exploitation sous ses formes les plus perverses. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc c'est clair que je vais tout le temps me toucher le nez ou trucs comme ça va être chiant, pardon. Face au danger de cette vision, donc que cette vision du monde représente, je vais y arriver, donc il faut inventer une forme de résistance inédite. Et donc, bon, voilà, d'où la résistance de ces femmes. Donc, moi, je suis évidemment très hypée parce que c'est Cambourakis, c'est une autrice féministe. Je suis allée voir un petit peu son portrait quand même. Je me suis dit, Starhawk, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je suis allée voir qui c'était. C'est une autrice écoféministe. Et là où j'ai un petit peu peur, et donc on le voit dans le résumé, c'est que ça soit un peu trop féminin sacré. Vous savez que moi, je me méfie beaucoup de l'écoféminisme. Voilà, je suis pas moi-même écoféministe dans le sens où je suis évidemment pour l'écologie, et bon, pour moi l'écologie de toute façon doit passer par l'abolition du capital, quoi qu'il arrive, du capitalisme, du capital donc, mais par contre je suis pas du tout pour le retour à la nature dans son plus simple appareil. Voilà. Pour moi, je pense que les nouvelles technologies doivent se mettre au service de l'écologie. Alors après, sans passer par un truc capitaliste. C'est là où ça devient compliqué, mais bon. Mais ça se peut. Bref, tout ça pour dire que moi, tout ce qui est féminin sacré et délire comme ça, un peu de retour à la nature, non. Donc bon, après, voilà. Mais je suis quand même très curieuse, en tout cas, de celui-là. Par contre, putain, 26 boules, quoi. 26 boules Cambourakis. Je sais qu'il fait 540 pages, mais quand même, ça pique un peu. Donc on verra, j'attendrai un peu les retours. Ensuite, allez, j'ai déjà resté trop longtemps dessus. Autre dystopie, féministe aussi, je pense d'ailleurs, oui, a priori. Cette fois en young adulte. Coucou Elsa. Ah, t'as loupé la sortie de Cambourakis du coup. T'es arrivé pile trop tard. Surtout que j'aurais aimé ton avis sur le truc là. C'est parce que c'est vieille sortie là.
enfin vieille sortie, vieux livre de 93 qui est édité pour la première fois en France et qui est de l'écoféminisme, mais encore une fois, voilà, un peu en mode retour à la nature, donc je suis un peu méfiante, mais ça a l'air bien quand même. Bref, bon voilà, je suis restée longtemps dessus, donc le premier octobre toujours, donc sortira Dissidente, le tome 1, donc c'est une saga, alors je ne sais pas combien il y aura de tomes, de Tosca Nourri aux éditions Didier Jeunesse. Et donc, on est dans une dystopie, peut-être même / post-apo, parce que on dit qu'il y a eu une extinction avec un E majuscule, on sait pas trop, mais en tout cas, il y a une urgence démographique. Il y a eu une urgence démographique déclarée 30 ans plus tôt, parce que le monde a sombré dans le chaos. Et du coup, le monde a pris un nouveau tournant. Et aujourd'hui, ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent... C'est toujours un peu le même délire dans les young adultes, mais bon. Ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent se soumettre au devoir de procréation ou rejoindre les instituts de natalité. Bon voilà, en gros, faites des gosses, quoi. Et on nous dit que aucune d'entre elles n'en est jamais revenue. Des instituts de natalité, donc il y a deux trucs, hein, si vous avez compris. Et on va suivre... Ah, tu l'as vu passer, mais tu t'es pas mangé dessus. Ok. Et on va suivre Joe qui est en fuite et son but c'est de rejoindre l'Union Scandinave qui elle est libre. Alors, évidemment l'autrice a choisi la Scandinavie pour une union libre, pas très étonnant. Sauf que pour passer la frontière elle doit s'allier à Edgar qui lui a vécu toute sa vie en autarcie et qui ignore tout du gouvernement qui fait régner la terreur. Donc j'imagine que... quoique je sais pas si du côté scandinave ou pas, je ne sais pas. Bon, voilà. Et du coup, en gros, on est un peu dans un survival. On est un peu dans un survival au sein d'une dystopie, encore une fois... dictatorial quoi, hein, voilà, dans un monde autoritaire et notamment où les femmes sont la première cible, hein, puisqu'il faut faire des enfants, puisqu'il n'y a plus d'enfants, un peu comme dans La Servante écarlate, hein, globalement, voilà. Voilà, bon moi je l'ai mis parce que évidemment hein, ce genre de truc ça va toujours m'intéresser. Après je me méfie beaucoup des dystopies young adultes. Franchement, moi j'aime beaucoup lire des young adultes, notamment au niveau contemporain. Mais dès qu'on attaque la dystopie, en général je suis très déçue, parce que je trouve que c'est pas assez politisé. Et ce qui est ouf, c'est que je trouve que les contemporains young adultes qui sont engagés, féministes, antiracistes, etc., je les trouve souvent beaucoup plus politiques que les romans adultes. Mais pour les dystopies, c'est l'inverse. Je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais les dystopies, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de bien politisé correctement. C'est à chaque fois, on est dans des clichés, on reste en surface, on enfonce des portes ouvertes. Bon, écoutez, voilà, donc... voilà, franchement, je pense pas que je le lirai. Ça me... ça y est, ça me passe au-dessus, j'en suis revenue de ces trucs-là, donc voilà. Mais je l'ai mis quand même parce que voilà, représentation. En plus, je crois que c'est le seul young adulte de la sélection. Alors, profitez-en. Il n'y a pas... Ouais. Le 1er octobre, toujours, alors c'est intéressant, sortira une enquête. Ça s'appelle Folcoche. C'est écrit par Émilie Lanez. Et en fait, Émilie Lanez a fait une enquête sur d'où vient l'histoire de Vipère au point. Parce que si vous avez lu Vipère au point, vous savez que Folcoche, c'est l'antagoniste, hein, on va dire, oui, c'est ça, c'est l'antagoniste du roman, puisque le roman est raconté par le fils de Folcoche. Alors Folcoche, c'est un surnom, hein, c'est folle et cochonne, hein, et c'est un mot valise, on va dire. Et donc c'est raconté par son fils,
qui raconte les mauvais traitements qu'il a vécu de la part de sa mère. Voilà. Sauf que voilà, en fait, Émilie Lanez a enquêté là-dessus et en fait elle va nous révéler que tout est faux. Que en fait ce modèle de Folcoche n'est pas une femme maltraitante. En fait elle nous dit donc avant, je vous lis, avant d'être un écrivain célèbre, l'auteur de Vipère au poing, donc Hervé Bazin, je précise, fut un adolescent puis un jeune adulte menteur qui fugue, vole sans discontinuer, escroque, menace, poursuivi par la police, condamné par les tribunaux, privé de ses droits. Il est interné en psychiatrie plusieurs fois et condamné à des années de prison. Sa famille, notable de province, panique. Surtout sa mère, Paul Hervé Bazin, avec maladresse et rudesse, elle tente tout pour sauver son fils, qui va la condamner au silence en faisant d'elle un monstre de papier Folcoche. Et là, voilà, en fait, elle nous dit que pour elle, c'était lui le méchant et il a tiré sur sa mère, quoi, globalement. Il a défoncé sa mère dans un livre, quoi. Voilà, bon, après, là le résumé ne nous en dit pas vraiment plus, mais je pense que ça peut être intéressant de le lire pour voir ce qu'elle a raconté et surtout comment c'est sourcé tout ça. Parce que c'est bien beau de dire oui, mais non, c'est faux. Encore faut-il qu'il y ait effectivement, évidemment, des sources qui appuient tout ça. Voilà pour celui-ci qui sortira donc chez Grasset. Et toujours chez Grasset, justement, sortira Les Grèveuses de Romuald. Alors attendez, je le vois en grand. Romuald Gadec-Bécou, je suppose. Donc dans cette histoire, alors très intéressant, je sais pas si c'est tiré de faits réels, mais honnêtement, ça pourrait. Puisque on va nous raconter l'histoire de femmes de chambre. Oui, c'est tiré de faits réels, je pense, parce qu'il y a eu une histoire de ces femmes de chambre qui sont tellement maltraitées qu'elles vont finir par faire grève, en fait, c'est ça. 17 travailleuses à réclamer leurs droits. Donc en fait, on va suivre Rita, oui, parce qu'en plus dans un hôtel, non mais c'est ça, je pense que c'est vraiment tiré de faits réels, même s'ils le disent pas. On va suivre Rita qui est femme de chambre à l'Inside, qui est un hôtel parisien de 600 chambres. Et évidemment, elle est sous-payée, elle n'a pas de protection sociale, elle n'a pas de contrat à plein temps, elle est soumise à une entreprise de sous-traitance, elle vit dans une cité où elle doit s'occuper de ses fils. Comme elle, donc on va suivre Aminata, Diva, Mariama, qui sont elles aussi maltraitées par cette entreprise. Et un jour, voilà, elles vont être 17 à faire un piquet de grève. 17 femmes, 17 travailleuses qui ne parlent pas les mêmes langues, qui ne croient pas aux mêmes dieux, mais qui vont ensemble donc se battre pour donc leurs droits. Et à la fin, on nous dit, à la fin, elles seront plus de 150. Voilà, donc super intéressant. Ah, coucou Malo. Oh, je t'ai pas vu arriver, Malo, pardon. Ah oui, pardon, je t'avais pas vu. J'ai vu Stéphane, en plus. Putain, j'ai dit bonjour à Stéphane et pas à Malo. Honte à moi. Rien ne va plus. Pardon, Malo. J'ai vraiment pas vu ton com. Donc ouais. Depuis je pleure. Pardon. Déjà que je te bolosse volontairement, même sans faire exprès, je te bolosse quoi. Pauvre. Mais non, je te jure, c'est pas vraiment pas contre toi. Donc voilà, en tout cas pour celui-ci, ouais, il a l'air trop bien. Il a l'air très très bien. Ensuite, toujours le 1er octobre, allez, une petite BD qui s'appelle Hélène de Windhorn, écrite par Tom King et dessinée par Bilquis Evely. Et
donc on est dans un... Alors on nous dit une histoire fantastique à la croisée du Magicien d'Oz et de Conan le Barbare. Donc ça sortira chez Glénat. Donc on va suivre Hélène, qui est la fille d'un célèbre écrivain, un écrivain de pulp. Alors vous savez, les pulp, c'est ces vieux polars, romans noirs américains, un peu sombre mais avec des couvertures très colorées, bon bref. Donc un célèbre écrivain de pulp qui s'appelle C.K. Cole. Et il vient de mourir et Hélène va devoir aller vivre dans l'immense propriété de son grand-père qui s'appelle Windhorn House, la propriété, hein, pas le grand-père. Encore que c'est peut-être son nom de famille, Windhorn, j'imagine. Oui, Hélène de Windhorn, je sais pas. Donc Hélène est un peu très bouleversée par la disparition de son père et elle est assez perdue. Et elle va être, alors en plus c'est une femme un peu rebelle et elle va être donc projetée dans un monde nouveau, hein, j'imagine de grande bourgeoisie. Hein. Mais un soir, voilà, ce qu'elle sait pas, c'est que un jour son existence va être bouleversée parce qu'un soir, près du bois, elle est attaquée par une créature maléfique qui semble tout droit sortie d'un roman de fantasy. Heureusement, son grand-père va arriver à temps pour les sauver, mais peu à peu, Hélène va se rendre compte qu'à l'extérieur des murs vivent des créatures légendaires semblables à celles qui peuplaient autrefois les récits de son père. Ouais, alors du coup c'était du pulp fantasy, moi pour moi le pulp c'est des polars, mais bon, admettons. Et du coup, va commencer un voyage initiatique en compagnie de son grand-père qui va lui révéler un univers différent de ce qu'elle a connu jusqu'ici. Bon voilà, même si je suis pas très créature fantastique et tout, je l'ai mis parce que je trouvais ça intéressant et puis j'aime beaucoup la couverture. Je trouve la couverture très 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 belle. Et voilà, et puis bon, ça parle aussi d'écriture, bon voilà, je sais pas, en plus c'est une héroïne qui a l'air un peu intéressante. Bref voilà, j'avais envie de vous le mettre, c'est vrai que j'avais pas trop de BD honnêtement là en ce mois d'octobre, donc voilà. Ensuite, toujours le 1er octobre, sortira Les prénoms de Florence Knapp, je suppose, ou Knapp, je ne sais pas, qui sortira chez J.C. Lattès. Alors, c'est une histoire un peu particulière. On est dans du contemporain, mais on va avoir ça va faire un peu effet papillon, comme le film Effet papillon. C'est-à-dire que donc on est en 1987 et on va suivre Cora, qui va déclarer la naissance de son nouveau-né. Voilà, vient d'avoir un bébé, et donc il faut le déclarer. Son mari, qui s'appelle Gordon, qui est un médecin respecté, mais on nous dit tyrannique et oppressant dans l'intimité du foyer, veut qu'elle perpétue la tradition familiale et que l'enfant porte son prénom. Évidemment, sauf que Cora, elle n'a pas très envie de lui donner son prénom et donc elle hésite avec 2 autres prénoms et en fait c'est là que le récit va vriller. En fait, il va y avoir 3 versions de l'histoire de ce bébé, de cet enfant, avec 3 prénoms différents. Et donc il y aura Gordon, s'il a pris le prénom du père, il y aura Bear et il y aura Julian. Et en fait, donc voilà, l'autrice a imaginé 3 histoires différentes selon le prénom de l'enfant. C'est très intéressant, je trouve, parce que effectivement, un prénom, mine de rien, c'est important dans une vie. Ça peut ouvrir des portes, comme ça peut enfermer, ça peut représenter des choses pour l'enfant, etc. Donc j'aime beaucoup l'idée. Je suis très 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 curieuse de celui-ci, je vais attendre un petit peu les avis pour voir si ça vaut vraiment le coup. Mais voilà, ça sortira chez J.C. Lattès. Et attendons de voir un petit peu ce que ça donne.
Toujours le 1er octobre. Allez, ça va être un marronnier, hein, cette histoire-là, un running gag. à chaque sortie, à chaque sortie, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveau commerce au Japon, hein, qui va mener donc à un petit roman choral avec chaque personnage, tous les personnages qui vont trouver un sens à leur vie. Et donc là, c'est une boulangerie, hein, voilà. On aura vraiment fait... On va avoir fait tous les commerces au bout d'un moment, je sais pas. Moi, j'attends le garage. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre là? Mais à un moment, il va tout y avoir, c'est sûr. Donc, les spécialités de la boulangerie de minuit de Noriko Onuma, qui sortira chez Hauteville dans leur collection Kibun. Ouais, il y a du choix, oui, mais ils vont les faire. Je vous dis, moi, le petit garagiste de le petit garagiste de Kyoto, un truc du genre. Je sens que ça va arriver à un moment. Pendant qu'il répare votre voiture, il va, je sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avec un garage? Attendez, on peut imaginer que grâce à la voiture, on peut parler de voyage, de trucs comme ça. Non, mais on va trouver des choses. Bon, bref. Donc, dans cette boulangerie qui est à Tokyo, en l'occurrence, c'est une boulangerie qui n'ouvre ses portes qu'à la nuit tombée. Et donc voilà, 1 heure avant minuit, la vitrine de la boulangerie s'illumine dans une rue de Tokyo. Évidemment, elle est devenue populaire, cette boulangerie, parce que c'est quand même assez original. Et voilà, on raconte que les pâtisseries ont des vertus insoupçonnées. Donc évidemment, c'est un roman choral, vous l'aurez deviné, où on va suivre plusieurs personnes, notamment un musicien au cœur brisé en quête de réconfort, un couple de personnes âgées à la recherche de souvenirs perdus ou un artiste troublé en quête d'inspiration. Tous viennent dans l'espoir qu'une pâtisserie soigne leur âme blessée. Et on nous dit aussi, un jour, une belle et mystérieuse voleuse d'amour se présente, apportant avec elle une histoire aussi douce et amère que le chocolat. C'est beau. Bon voilà, ça va être très très classique, hein, en vrai, on va pas se mentir. Voilà donc pour celui-ci. Toujours le 1er octobre, c'est le dernier, sortira Zo Europa de Gert Nygaard Haug, je suppose, qui est un auteur norvégien. Donc dans cette histoire, alors ça sortira chez Actes Sud dans leur collection Gaïa. On est dans un post-apo, hein, parce que on est dans une Europe dévastée par les guerres civiles, le dérèglement climatique et l'implosion sociale, et on va suivre un groupe de survivants. D'où le fait que voilà, on est vraiment, c'est un peu la cata quoi. Un groupe de survivants qui traverse donc l'Europe à la recherche d'un refuge. Et en fait, ce qui se passe en parallèle, c'est que on a une plante amazonienne invasive qui est en expansion fulgurante, qui tropicalise les paysages tout en rendant l'eau toxique. Et en fait, c'est un homme qui a introduit cette plante. Et en fait, pour lui, c'était la seule façon de sauver la planète, c'était de buter tous les humains. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait qualifier, ce que le gouvernement actuel qualifierait de éco-terroriste. Là, j'aime bien parce qu'ils utilisent le terme éco-guerrier. Je préfère. Et donc, voilà, du coup. Et donc, on a ces deux histoires un peu en parallèle. Et je pense qu'ils vont certainement se regrouper. Hein. Voilà, donc, alors... ils disent que c'est un thriller, thriller post-apo, hein, voilà. Voilà, donc pareil, je sais pas trop.
Je sais pas trop ce que ça peut donner comme histoire. Elsa, il répare des voitures anciennes et raconte les histoires des anciens et des nouveaux propriétaires. Oui, un truc choral. Et il y aura un chat qui s'endort sur les banquettes des voitures. Oui. Bien ouais, Elsa. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a des chats, hein, évidemment, hein, sur la couverture. J'ai oublié de le préciser, mais ça fait partie du cahier des charges. Hein. Bien sûr, il faut des chats sur la couverture. Voilà. Même s'il n'y a pas de chat dans l'histoire, c'est pas grave. C'est obligatoire. Bref. Bien ouais. Bon voilà en tout cas pour ce Zoo Europa qui semble intéressant et en même temps je suis un peu lassée de ces récits là aussi, donc je sais pas trop, il faut voir, faudra voir les avis. Il peut aussi lire le passé et l'avenir des gens dans l'huile de moteur. Yes. Ah ouais, ça serait pas mal. C'est vrai que souvent il y a des ajouts fantastiques quoi hein, dans le il y a des phénomènes fantastiques dans ces histoires là, donc ouais. Bon voilà pour donc ce 1er octobre et on passe au 2 octobre. Ah celui-là, la maison bien sûr hein, toi-même tu sais que quand il y a des histoires de maisons, voilà. C'était notre maison de Marcus Clywer. Cleaver, je sais pas. C'est un Canadien, donc bon après voilà, il a peut-être des origines de quelque part en Europe de l'Est, j'en sais rien. Donc dans cette histoire, on est aux États-Unis, on est dans l'Oregon. Ouais, l'auteur est canadien, mais en vrai, c'est pas. J'aurais pu mettre Canada / États-Unis. L'Oregon, c'est bien aux États-Unis. Bah oui. Bon, bref. Le titre, la phrase. Oui, bon, toi, c'est sûr. Mais dans cette histoire, on est. Ouais, voilà. En fait, on est un soir d'hiver. Ouais, voilà. Mais totalement, l'histoire, pour le coup, me hype pas mal. C'est un roman d'horreur, hein, c'est pas un thriller domestique, hein, Stéphane. Just saying. Ouais, ils ont mis Freda McFadden parce que Freda McFadden, évidemment, elle marche trop bien, donc voilà. Mais bon. Non, franchement, il a l'air bien. Donc, on est un soir d'hiver, il fait froid, sans déconner. Non, c'est pas écrit comme ça. Hein. Il y a écrit « Une terreur glaçante balaie brutalement les plans d'avenir d'Eve et de Charlie. » Enfin, Yves et Charlie, il faut prononcer Yves. Parce que, donc, une étrange famille va surgir sur leur perron et demander la permission de visiter une maison isolée. Ah, c'est Yves et Charlie, c'est 2 femmes, pardon. Que les 2 jeunes femmes viennent tout juste d'acquérir. Donc en fait, elles sont, si je comprends bien, c'est leur maison. Elles viennent de l'acheter. Et tout à coup, il y a une famille qui arrive, qui leur dit, on veut visiter cette maison parce que, raison qui arrive, le père prétend y avoir grandi. Voilà, d'où le titre, c'était notre maison, j'imagine. Sauf que tout à coup, il y a des phénomènes inexplicables qui vont s'enchaîner. La porte du sous-sol qui s'ouvre tout seul, bon ça toute seule c'est classique. Des silhouettes décharnées qui arpentent les couloirs et le border collie du jeune couple qui change brutalement de comportement. Et évidemment, il va y avoir une tempête de neige et évidemment, ils vont être tous confinés dans cette maison. Youpi! Voilà. Bon, c'est très classique comme synopsis, mais moi, désolé, les histoires de maison hantée, vous le savez, je kiffe sa maman. Je kiffe vraiment sa maman. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais le lire. Par contre, ce qui me bute, ouais, t'aurais pu rajouter aussi, Stéphane, puisque t'en étais à critiquer tout le packaging du livre, t'aurais pu rajouter la maison d'édition. Parce que Charleston, je ne vois pas ce qu'un roman d'horreur, a fortiori écrit par un homme, vient foutre chez Charleston. Mais bon. On va passer outre.
Bah, c'est une maison qui publie des trucs en général assez gentillés, on va dire, quoi. Un peu comme Hauteville, sauf que c'est pas du thriller domestique, c'est plus des romans historiques ou des trucs comme ça, mais voilà. Après, il y a eu des bons trucs quand même chez Charleston, hein. Mais ouais, c'est ça, Odeya, d'un coup, ça casse un peu le truc. Mais on va laisser une chance, on sait jamais. Bon, déjà, après tu dis, ouais, si Léa, elle a eu un bon avis, mais je vais regarder un petit peu les avis, hein. Et on verra, mais j'avoue que là, à première vue, moi je saute à pieds joints dedans, hein. Je vous le dis. Du coup, mais faut pas s'arrêter à la maison d'édition quand même, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, hein. Non, je veux pas que celui-là ce soit un téléfilm de M6. Bon, après, il y en a d'autres des intéressants avec des histoires de maisons hantées, donc c'est pas très grave. Ensuite, putain, on est tellement dans le même dans la même colorimétrie là. J'ai pas fait exprès, hein. C'est par ordre alphabétique et par date, donc voilà. Donc le 2 octobre toujours. Bisous Jenny, bon courage, bonne nuit. Sortira Sophie L de Matthew Blake chez Buchet-Chastel. Bon là Buchet-Chastel par contre c'est pas Charleston, en général c'est un peu plus quali. Oui c'est sûr Odeya certes, mais bon on sait jamais. Donc dans cette histoire on va suivre Olivia qui est une experte sur la question de la mémoire et qui travaille dans un hôpital londonien. Une nuit, elle est tirée de son sommeil par un appel de la police parce que sa grand-mère s'est rendue, alors sa grand-mère qui est française, s'est rendue à un hôtel pour s'accuser, je sais pas pourquoi un hôtel, l'hôtel du Tessia, pour s'accuser d'un meurtre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous avez suivi, donc Olivia a une grand-mère qui est française, qui s'appelle Joséphine, qui va avouer qu'elle a commis un meurtre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Olivia, elle est inquiète, elle se rend à Paris, tiens j'aurais pu mettre Royaume-Uni / France d'ailleurs, où elle va découvrir une femme confuse mais résolue, donc Joséphine, hein, vous l'aurez compris. Joséphine, elle est convaincue qu'il s'agit d'un souvenir qu'elle a longtemps enfoui, et effectivement les archives de l'hôtel vont confirmer qu'en 1945, il y a bien eu une morte, enfin il y a quelqu'un qui est mort dans cette chambre dans une chambre de cet hôtel, pardon, qui s'appelait Sophie Leclerc. Et donc évidemment, Olivia va tenter de démêler le vrai du faux. Et il va y avoir d'autres meurtres qui vont survenir et du coup, on va entrer dans un véritable thriller. Voilà, bon moi je l'ai mis, pourquoi j'ai mis celui-là et pas d'autres thrillers, parce que j'aime beaucoup quand ça parle de la mémoire, et là on va être vraiment autour de la question de la mémoire et des secrets de famille. J'aime bien ça. Ah peut-être, ouais. Peut-être, hein, Stéphane, je sais pas. Après voilà, je sais pas ce que celui-là vaudra. Mais voilà, mémoire, secret de famille, tout ça, moi ça m'intéresse. Après honnêtement, je vais pas l'acheter. Enfin en tout cas pas neuf en grand format. Je vais attendre aussi de voir un peu les avis. Voilà, mais je l'ai mis. Voilà donc pour celui-ci. Ensuite, toujours le 2 octobre. Ouh là là. Celui-là, il m'intéresse beaucoup aussi. Ça s'appelle Vers ma fin. Et c'est encore une autre Sophie, mais là c'est pas le titre, c'est l'autrice. C'est écrit par Sophie White et ça sortira chez Fleuve. Et dans cette histoire, alors voilà, ça dit que c'est un roman gothique en plus. Moi, j'aime beaucoup les romans gothiques. On est sur une île au large de l'Irlande et on va sur, oh putain, alors les prénoms irlandais par contre, prénom celtique, je sais pas comment ça se prononce. Aoilean, à mon avis ça se prononce pas du tout comme ça, mais voilà. Donc on va la suivre, qui vit recluse avec sa grand-mère et sa mère.
Et on nous dit aussi une présence inerte qu'elle appelle la chose du lit. C'est super. Jamais elle a quitté cet endroit, mais un jour va arriver Rachel, qui est une artiste venue du continent, qui va débarquer avec son nourrisson, et là donc Aoileane va découvrir, on nous dit, une douceur, une chaleur qui lui ont toujours été refusées. Et donc elle va avoir une fascination grandissante pour cette femme et son enfant, mais qui va bientôt se transformer en obsession dévorante, et donc ça va réveiller les fantômes du passé, on est encore avec les fantômes du passé, hein, et libérer des ténèbres qu'elle ne peut plus contenir. Bon voilà, j'aime bien, moi déjà j'aime bien les histoires d'obsession, machin. En plus là il y a une histoire avec la maison aussi. Et voilà. Ouais, la couverture est belle en plus. La couverture est très belle. Bon, dommage ce bandeau là qui est un bandeau un peu moche, mais bon. Voilà, ça a l'air très 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 intéressant et intriguant. Moi ça me donne beaucoup envie en tout cas. Il est pas très cher en plus. Ça devient tellement rare d'avoir des livres en dessous de 20 € quand c'est ni des romances ni des young adultes. Donc on va pas s'en plaindre, même s'il fait que 256 pages. Voilà en tout cas pour celui-ci. En plus c'est une autrice irlandaise, donc intéressant. Oh putain, celui-là aussi. Ouh là 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 là. Ouh là là, celui-ci. Le 2 octobre, toujours. Donc, sortira. Les yeux sont un morceau de choix de Monica Kim. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc, dans cette histoire, alors ouais, j'aurais dû mettre États-Unis / Corée du Sud, puisque l'autrice est coréo-américaine, hein. Dans cette histoire, on va suivre Ji-won, qui était promise à un avenir radieux jusqu'à ce que tout s'effondre. Du jour au lendemain, son père se barre, sa mère part à la dérive, sa sœur est déboussolée, et George, le nouveau beau-père, la déshabille un peu trop du regard. Aïe. Et donc la jeune femme ne peut plus compter que sur elle-même pour faire ses premiers pas à l'université et pour reconstruire sa famille brisée. Ah ouais, c'est vrai Stéphane, moi si quand même, si j'ai eu des moments de flippance. Je sais plus ce que c'était le dernier où j'ai un peu flippé, ça me reviendra peut-être. La nuit va devenir son refuge. Et en fait, dans ses rêves, elle traverse des pièces remplies d'yeux qu'elle ne peut bientôt, donc on est dans ses rêves, hein, qu'elle ne peut bientôt plus se retenir de dévorer pour assouvir sa faim et sa rage. J'en sais pas plus, mais bon, c'est un roman d'horreur, c'est coréen, voilà, déjà ça me suffit, ça parle Dieu. Moi je suis très sensible avec les histoires Dieu là, et comme j'aime bien les trucs qui me font peur, bah voilà. Alors en plus, oui, il y a ça aussi, c'est que bon, il y a des petits commentaires en dessous, et il y en a un qui dit un conte de fées moderne et sombre sur la vengeance féminine. Ouloulou, ouloulouloulou. Et là, un autre commentaire qui dit un premier roman remarquable qui entraîne les lecteurs dans un monde horrifique, fait de meurtre et de cannibalisme, mais qui construit également une critique de la misogynie et une exploration de la fétichisation et des stéréotypes asiatiques. Ouloulou. Bon, voilà. Et je pense que ça va être la méchante de l'histoire. Je pense que ça va être une héroïne violente en fait. C'est ça qui va être intéressant. Je pense. Voilà. Ouais. C'est ça. Ah mais moi je vais moi j'y vais là. Moi j'y vais de fou hein. Celui-là c'est clair hein. Shut up and take my money. Voilà, donc ça sortira chez Robert Laffont en l'occurrence. Voilà, et c'est pas Robert Laffont la bête noire, hein. C'est Robert Laffont. Je précise parce que c'est voilà, ça change tout la collection. Bref, c'est Pavillon, enfin c'est la collection Pavillon. En général, Pavillon, c'est quand même assez quali quoi, donc voilà, c'est pas la bête noire. Bref.
Ensuite, on passe au 3 octobre. Putain, il est 22h, on est qu'au 3 octobre. Allez, courage. Non, en vrai, c'est vrai que le premier et le 2, il y avait les deux grosses vagues là. Sortira Dans ma peau de Yasmine Zaher aux éditions de l'Olivier. Et dans cette histoire, on va suivre. Alors, c'est une autrice d'origine palestinienne, mais ça ne parle pas du tout du Moyen-Orient. On va dire ça. On va suivre une jeune palestinienne. Ouais, Odéa. On va suivre une jeune palestinienne qui vit à New York. Elle enseigne dans un collège. Elle a un amant qui s'appelle Sacha. Mais elle est aussi passionnée par la mode. C'est une jeune femme qui est plutôt perdue, en fait. Et du coup, en fait, elle se crée un peu une carapace, hein, finalement, derrière ces trucs de mode, derrière son apparence un peu sophistiquée. Et en fait, on nous dit, elle ne sait pas encore qu'elle est au seuil d'une métamorphose qui va la changer profondément et lui permettre de découvrir sa vraie nature. J'en sais pas plus, mais je suis trop curieuse. Voilà. Je suis curieuse. C'est l'Olivier. C'est une autrice palestinienne. Ça peut être intéressant. Bon, voilà, je l'ai mis. On verra bien. J'espère qu'il va pas passer inaperçu, en tout cas. Ensuite, le 3 octobre, toujours, sortira Des ombres sur le foyer de Judith Merril, chez Argile aussi, maison d'édition intéressante d'ailleurs. Alors, on est aussi dans un petit post-apo, même si y a un côté un peu contemporain quelque part, puisque donc il y a eu une attaque nucléaire massive sur les États-Unis et on va suivre Gladys, qui est une jeune mère qui tente de maintenir sa famille unie. Donc John, son mari, est porté disparu et on nous dit, bien que la société lui refuse ce rôle, Gladys n'a d'autre choix que de devenir la nouvelle chef de famille. Mais sauf que Gladys, elle a toujours été femme au foyer en fait. Et du coup, en fait, elle va devoir se battre justement pour faire entendre sa voix. Donc il y a très, voilà, c'est pour ça que je disais post-apo, mais qui cache en fait derrière un roman plutôt social en l'occurrence, puisque on va être sur une critique de la société patriarcale. Et donc voilà, avec en plus elle a des filles, donc Gladys et ses filles vont essayer de se battre contre les hommes qui vont essayer eux d'imposer leur domination, quoi, hein, voilà. Voilà, ça a l'air, synopsis, ça a l'air très simple dit comme ça, mais Argile en général, pareil, ils font des bons choix de publication, donc voilà, je l'ai mis. Par contre, 25 € pour 300 pages, là, je trouve ça ultra cher. C'est un petit peu abusé, là, Argile, vous déconnez un peu quand même, hein. Mais bon. Voilà pour celui-ci. Allez, un petit essai, on va rester dans le féminisme, avec Subvertir le male gaze de Azélie Fayol, sous-titré Littérature pour les deux moitiés du monde. Ça sortira donc le 3 octobre aux éditions Divergence. Et donc c'est un essai sur le male gaze. Alors qu'est-ce que le male gaze, hein? Le male gaze, c'est le regard masculin. C'est comment notamment, alors surtout présent dans tout ce qui est art, pop culture, art culture d'une façon générale, hein, d'ailleurs, comment est-ce que le regard masculin façonne des œuvres d'art d'une façon générale. Salut Stéphane, dès qu'on parle féminisme, allez salut, je me casse, bonne nuit. Oui, c'est vrai que Amélie. Donc voilà,
là, on nous dit partout dans notre littérature, des classiques incontournables aux poètes maudits, de l'antiquité gréco-romaine aux essais contemporains. Donc là, c'est vraiment, va se baser surtout sur la littérature. Hein. On retrouve cette banalité du mal qui naturalise et esthétise la domination masculine. On relit Ovide, Molière, Laclos, Maupassant, Zola et les autres d'un œil neuf. L'hégémonie du male gaze se fissure littéralement et dans tous les sens par les female gaze, feminist gaze, lesbian gaze, animal gaze, child gaze, et autant de manières de subvertir le virilisme, de bordéliser, de queeriser, pour ouvrir une pluralité de mondes possibles et de récits d'émancipation. Voilà, ça a l'air très intéressant. Moi j'aime bien ces éditions en plus Divergence. Donc voilà, je vous l'ai mis. Petit essai, pareil, qui va peut-être passer inaperçu, mais bon, c'est pour ça que je vous le mets. Si ça vous intéresse. On saute au 8 octobre. Sortira, on change de style. Heureusement que Stéphane est parti. La seule et unique romance de Noël qui sera dans cette sélection, même si au départ, je crois que j'en avais sélectionné 3-4. Mais honnêtement, vu l'énorme choix que j'avais sur octobre, je pouvais pas garder plus d'une romance de Noël. C'était vraiment histoire d'en mettre une. Donc j'ai choisi celle qui me plaisait le plus, on va dire. Donc ça s'appelle Comme dans une romance de Noël ou pas, de Valentine Mingot. Et ça sortira chez Hauteville. Et donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Manon, qui en a marre des comédies romantiques et des couples parfaits. Du coup, elle veut arrêter d'en regarder. Mais ses amis sont pas convaincus que ce soit une bonne idée, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est vrai que c'est le moment où on regarde des comédies romantiques. Salut Thomas, comment ça va? Et donc ses amis vont avoir une idée pour redonner foi en l'amour à Manon. Elles veulent faire vivre à Manon un par un tous les tropes de la romance. Du très célèbre Enemies to Lovers au Only One Bed, en passant par l'irrésistible Friends to Lovers. Sauf que dans la vraie vie, tout peut rapidement déraper. Bon voilà, ça a l'air un petit peu rigolo. C'est pour ça que je l'ai mis. En plus, ça se moque un petit peu, effectivement, des clichés de la romance. Voilà. Donc ça sera la romance de Noël que j'ai choisi de mettre. Voilà, après ouais, il y en avait 2-3 autres qui avaient l'air un peu rigolotes. Moi les romances de Noël, il faut que ce soit un peu drôle. Il faut que ce soit drôle et que ça joue sur les clichés pour que ça me plaise. Sinon non, c'est chiant. Voilà pour celui-ci. Le 8 octobre, toujours. Alors, exceptionnellement, j'ai mis un tome 2. Je sais que je n'en mets jamais d'habitude, enfin sauf quand je sais pas que c'est un tome 2. Mais là j'en ai mis un parce que c'est mon ami Cyril Carrère et que j'ai adoré le premier et que en plus je pense qu'ils peuvent se lire en one shot, donc c'est pas trop dérangeant. Il s'agit donc du Crépuscule de la Veuve Blanche qui sortira chez De Noël comme le premier. Donc le tome 1 c'était La colère d'Izanagi. Et en fait le point commun donc dans cette saga, c'est qu'on va suivre Ishida, ouais, c'est ça, Hayato Ishida et Noémie Legrand, qui sont deux enquêteurs qui ont formé une cellule d'enquête qui s'appelle la cellule Sakura. Donc Hayato Ishida, c'est un jeune flic surdoué, très asocial. Et Noémie Legrand, c'est une franco-japonaise qui vit pas mal de sexisme en fait, hein, de la part des hommes de sa profession. Et donc là, dans cette histoire, en fait, on va être sur la thématique des évaporés du Japon. Je sais pas si vous connaissez cette thématique. En fait, voilà, au Japon, il y a quelque chose qui se fait beaucoup. Ce sont des gens qui disparaissent comme ça du jour au lendemain. En général, souvent pour changer de vie, mais voilà, il y a un énorme mythe autour de ça en fait. Il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus, donc voilà, c'est un thème qui revient assez souvent, notamment dans la littérature.
D'ailleurs, il y a un livre, je ne l'ai pas lu, mais dans ma palle, qui s'appelle littéralement Les Évaporés. Hein. Je ne sais plus l'auteur, par contre. Et donc là, voilà, il va surfer sur cette thématique, Cyril. C'est un youtubeur qui va... ça commence comme ça, voilà, c'est un youtubeur qui va susciter l'engouement en remettant en lumière l'histoire de la veuve blanche, une tueuse en série aujourd'hui disparue, qui a terrorisé Tokyo au début des années 2000. Et on va suivre Junichi, qui est un détective privé qui a vu son destin broyé par cette femme, justement, qui va apprendre que d'autres crimes ont été commis selon le même modus operandi. Et il va décider d'enquêter. Et il se trouve que il va découvrir que la veuve blanche fait partie de ces fameux donc évaporés, hein, ces gens qui disparaissent d'un coup du jour au lendemain. Et bientôt, il va aussi disparaître à son tour. Et c'est là donc qu'on va retrouver Hayato et Noémie de la cellule Sakura qui vont partir sur ses traces. Voilà. Je suis sûre que ça va être trop bien, parce que le premier déjà était trop bien. Alors le premier parlait pas mal du dark web, hein, notamment. Donc, voilà, Cyril Carrère, il sait de quoi il parle, puisqu'il vit au Japon depuis plusieurs années maintenant. Et c'est bien parce qu'il faut savoir qu'il travaille énormément, hein, pour préparer ses livres, et donc il se renseigne beaucoup. C'est un gros travail d'enquête qu'il fait à chaque fois pour ces thématiques. Donc, et ça se ressent dans la lecture de ses livres. Voilà en tout cas pour celui-ci. Toujours le 8 octobre. Allez, encore une histoire de maison. Alors là, c'est pas une maison hantée. Ceci étant... on est quand même dans un huis clos et ça m'intéresse beaucoup. Il s'agit donc de Dans sa maison de Yael van der Wouden, qui sortira chez Flammarion. On est en 1961 dans la petite province néerlandaise. Ouais, je l'ai mis historique parce que apparemment ça parle d'histoire avec un grand H, mais j'en sais pas plus. Dans la petite province néerlandaise d'Overijssel, pardon pour les prononciations pourries. La guerre n'est plus qu'un lointain souvenir, et on va suivre Isabelle qui habite seule la demeure de sa mère défunte, qui mène une vie bien réglée, à la monotonie rigide, jusqu'au jour où son frère va lui imposer, bah oui, parce que pourquoi pas, hein, années 60, hein, les hommes ont tous les droits, va lui imposer d'héberger quelque temps sa nouvelle conquête. Parce que pourquoi pas. Et donc sa nouvelle conquête, c'est Eva. Yes. Quelque chose me dit que ça va pas être une gentille Eva. Eva, qui est légère, enjouée, c'est un peu l'antithèse d'Isabelle. Elle va vite prendre ses aises dans la maison, malgré l'animosité affichée d'Isabelle. Mais le problème, c'est que Isabelle va remarquer que des objets disparaissent, et du coup elle va devenir paranoïaque, et la tension va monter entre les deux femmes jusqu'à faire chavirer leur existence. Voilà, j'en sais pas plus. C'est un huis clos, c'est un affrontement entre deux femmes. Bon, et on nous dit, sondant la part secrète en chaque être, il fait ondoyer les élans du cœur au gré des méandres de l'histoire, avec un grand H. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, en tout cas, bon, moi, voilà, les huis clos dans les maisons comme ça, avec l'affrontement entre des personnages, j'aime beaucoup ça. Donc celui-là, il me tente beaucoup. Voilà, pareil, j'attendrai un petit peu les retours, mais en tout cas, ça a l'air très bien. Ensuite, le 8 octobre, toujours, sortira Gangnam de Yann Manouk, toujours chez Flammarion. Alors, moi d'habitude, Yann Manouk, je suis pas forcément cliente parce que je suis pas très cliente de tout ce qui est ethnopolar. On va pas se mentir. Bah parce que vous le savez, moi, si c'est pas du On Voice, enfin je dis ça, mais il y a Cyril Carrère, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il vit sur place et que voilà. Mais voilà, moi c'est pas du On Voice, je suis moins fan, et puis voilà, je sais pas trop ce que ça vaut Yann Manouk, j'ai toujours un peu peur que ce soit peut-être un peu boomer, avec des biais un peu racistes, hein, vous savez, comme peuvent en avoir
les blancs néocolonialistes, tout ça, bon bref. Là, c'est typiquement ça, un peu Yann Manouk, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, mais j'ai pas lu, donc je ne sais pas, vraiment. C'est juste une appréhension, un a priori. Mais celui-là, il me faisait quand même très très envie, donc je l'ai mis. Peut-être que du coup, je vais découvrir cet auteur avec celui-ci. Il s'agit de Gangnam, donc dans cette histoire, on va suivre Lee Min-ho, qui est surnommé Gangnam. J'ai rien que le surnom, je trouve que c'est limite un peu raciste, mais bon, admettons. Qui est un ex-policier mafieux qui va mener une enquête officieuse, on nous dit, sur la disparition d'une touriste française qui a été enlevée le jour de son arrivée à Séoul. Il va être aidé de l'inspectrice Park, qui est une jeune flic prodige, on nous dit, nourrie au drama, au manga coréen, bon, ça s'appelle des manhwas, mais ok, à la K-pop et à la street food. Je pense que c'est à la fois des gros clichés et en même temps c'est ce qui fait aussi que ça m'intéresse, mais bon. Et donc ils vont enquêter donc sur cet improbable kidnapping. Et le mystère va s'épaissir encore lorsque l'idole absolue de la K-pop coréenne, alors il n'y a pas d'idole absolue de la K-pop coréenne en vérité, Yann Manouk, surtout pas une idole parce que en fait c'est des groupes, mais bon, admettons. Donc l'idole absolue de la K-pop coréenne va se suicider en laissant une étrange lettre d'adieu, et Gangnam va se résoudre à demander l'aide du... Pardon, il y a trop de clichés, mais bon, ça me fait rire et en même temps ça avait l'air parce que c'est trop plein de clichés, limite racistes, mais en même temps ça me donne envie quand même. Bref, donc l'aide de Loup Bleu, qui est le dragon de la mafia historique, et il va déclencher une guerre des clans. Pardon, mais vraiment ce synopsis, c'est trop Yann Manouk, c'est trop. Mais bon. Je suis curieuse quand même en vrai. J'ai peur que ce soit ultra boomer et ultra moqueur de la société coréenne. Mais je suis curieuse. Voilà, je peux pas m'empêcher d'être curieuse, surtout que ça parle de K-pop. Bon, voilà. Mais je ris parce que bon, l'idole absolue de la K-pop, oui, bon. Voilà. Il y en a pas. Ça n'existe pas. À la limite, il serait un groupe, oui, mais pas une personne, non. Bon bref, voilà en tout cas pour celui-ci, écoutez, je peux même pas dire j'attends les avis parce que les avis seront pas non plus objectifs dans ce cas-là, mais bon c'est pas grave, peut-être plus tard je le tenterai un jour pour ma curiosité personnelle. Toujours le 8 octobre sortira, allez j'ai mis quand même des trucs de Noël même si c'est pas des romances, sortira Noël mortel. Alors techniquement c'est pas un one shot, techniquement c'est un tome 3. Bisous Malo, bonne soirée, bonne nuit. Techniquement c'est un tome 3, mais encore une fois c'est vraiment des trucs qui se disent en one shot, et je l'ai mis pour l'originalité parce que c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est Noël mortel de Betty Piccioli. Et en fait le principe, donc là on suit Dorian, donc c'est le héros des deux autres. Alors il y avait Urbex Mortel et Trek Mortel, et là il est avec un nouveau groupe d'amis et il se rend illégalement dans un vieux château alsacien pour une exploration nocturne. La neige va commencer à tomber, mais la soirée va virer au cauchemar lorsque Carla, une des filles du groupe, va tomber du rempart et va mourir. Voilà, que lui est-il arrivé? Est-ce qu'elle a glissé? Est-ce qu'on l'a poussé? Ou est-ce que le château est hanté? Puisqu'il y a des rumeurs là-dessus. Et donc on incarne Dorian et donc on doit faire les choix. Voilà, et c'est marrant parce que justement moi j'allais commencer à lire Urbex Mortel. Je me suis dit que ce serait un bon truc un peu pour Halloween. Pour le fun de faire un livre dont vous êtes le héros, parce que c'est toujours un petit peu rigolo. Donc voilà, ça sortira chez Rajo. J'aurais même pu mettre Young Adult là pour le coup, c'est vrai qu'en fait il y a 2 Young Adult dans cette sélection. J'ai oublié de le préciser, mais oui, c'est du Young Adult celui-ci, voilà.
Ensuite, toujours le 8 octobre, sortira Siraude de Ursula K. Le Guin. Et donc ouais, c'est un roman inédit. Alors par contre, je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, j'ai oublié de vérifier. Mes excuses, parce que je pense pas qu'il date de cette année. Hein. Ça te fait penser que Nick Gardel avait fait faire un livre dont vous êtes le héros à ses élèves en classe spécialisée. S'il est sur la zone. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Donc dans cette histoire, 1991, merci Karine, donc c'est un livre qui a été écrit en 1991 et qui est inédit en France, voilà, donc comme le tout premier roman de cette sélection, c'est aussi une édition française tardive, plus de 30 ans, non désolé, je connais pas, désolé, je sais pas qui c'est. Donc ouais, c'est un, alors voilà, roman / nouvelle, parce qu'en fait c'est des nouvelles mais qui sont toutes connectées, donc ça forme globalement un roman, voilà. Et donc on est à Clatsand, une petite ville côtière de l'Oregon, encore une fois, tiens, comme je crois que c'était le premier roman aussi qui était dans l'Oregon, non du coup où on va suivre donc des vies de femmes fortes et passionnées au fil du siècle. Donc il y a 13 récits connectés qui vont explorer les thèmes de l'identité, du genre, de la création et de la transmission. Voilà, j'en sais pas plus, mais bon, évidemment, c'est Ursula Le Guin, ça parle de femmes, ça m'intéresse forcément. Voilà. Donc je l'ai mis. Et c'est trop cool et ça sortira chez Rivage, hein, j'ai oublié de préciser. C'est trop cool d'éditer des anciennes œuvres comme ça qui n'ont jamais été éditées en France. Toujours le 8 octobre, celui-là j'hésite à le demander. Et en même temps c'est quand même un pavé. Sortira The Will of the Many de James Islington chez Eldercraft. Et on est dans un roman fantasy / Dark Academia. C'est pour ça que c'est le côté Dark Academia hein, qui m'attire beaucoup pour le coup. Alors c'est un tome 1, je ne sais pas combien il va y avoir de tomes en plus. Dans cette histoire, donc on va suivre Vis Tellimus qui a été adopté par un sénateur et envoyé à l'Académie avec un grand A. Pour rejoindre l'élite. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une prestigieuse académie hein, dans l'histoire. Alors en fait, le principe de l'académie, c'est qu'elle exploite l'énergie mentale des castes inférieures pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Et du coup, donc on est dans une hiérarchie avec un grand H. Et Vis, donc il arrive dans cette académie et en fait lui il a intégré l'académie parce que il est venu résoudre un meurtre, chercher une arme légendaire et révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Voilà, et donc il nous dit jamais je ne céderai ma volonté à ceux qui ont exécuté ma véritable famille. Et donc il va devoir faire semblant de faire partie de cette élite, de gravir les échelons, trouver des alliés, tout ça. Et sans jamais se faire démasquer. Sympa ces gens, ouais t'as vu, hein, ça a l'air bien. Non en vrai c'est tout à fait le genre de truc que j'adore, j'avoue. Dark Academia. Et bon, beau bébé de 768 pages quand même. Hein. Aïe. Et voilà, mais j'ai envie de le demander à Eldercraft. J'ai pas demandé du coup la SF de septembre là. Alors peut-être je peux demander celui-là. Je suis quand même curieuse. Voilà en tout cas pour celui-ci. On passe au 9 octobre, sortira La menteuse de Sophie Stava aux Escales. Alors parmi tous les thrillers domestiques, j'allais dire à la con, il peut y avoir. J'ai mis celui-ci parce que déjà j'aime bien l'histoire de menteuse et puis c'est les escales, je sais pas pourquoi, moi dans ma tête c'est pas là, c'est pas City, c'est pas Hauteville, c'est pas, voilà, c'est les escales,
Comme quoi, c'est vrai qu'on est influencé par la maison. Moi, je suis très influencée par les maisons d'édition, j'avoue. Ouais, c'est pas un métier. C'est vrai. Ça, c'est pas un métier. Et donc, dans cette histoire, on va suivre. J'aime mieux parce que l'écriture, c'est un peu celle de... L'écriture du petit, de la petite phrase d'accroche, là, c'est un peu celle de Sonatine, ça me perturbe. Dans cette histoire, on va suivre Sloane, qui est une menteuse. Croire que c'est son métier, visiblement. Bon, voilà, après, c'est des petits mensonges, c'est plutôt inoffensif, c'est juste pour embellir sa vie plutôt banale, voilà. Et un jour, Sloane va apercevoir une fillette en larmes dans un parc et elle ne peut pas s'empêcher, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle va dire au père de l'enfant, qui comme par hasard est un BG, hein, qu'elle est infirmière. Parce que en fait la fillette elle s'est fait piquer par une abeille et donc elle va aider à retirer le dard d'abeille du pied de sa fille. Et grâce à cette rencontre avec ce papa et sa fille, elle va devenir la nounou d'un couple riche et privilégié. Alors oui, la femme de ménage, tout ça, bon ok, c'est vu et revu, certes. C'est vu et revu ça, hein. L'héroïne qui devient nounou de... On l'a vu dans Russoir, on l'a vu dans... Qu'est-ce qu'il y a eu le Dark Pictures, là. Non, c'est pas Strange Pictures. Truc avec Pictures aussi, là. Bref, on l'a vu plein de fois. Et donc, voilà, elle va devenir nounou d'un couple riche, qui a tout, hein. Donc évidemment, Sloane les envie, et elle est prête à mentir sur tout, ou presque, pour faire partie de leur famille. Mais évidemment... elle va se rendre compte qu'elle est peut-être pas la seule à mentir. Bon, c'est ok, synopsis très classique, super classique de fou, déjà vu et revu plein de fois, mais c'est des escales, mais il est en cours d'adaptation aussi en série avec Lindsay Lohan. Moi je suis curieuse, voilà, je peux pas ne pas être curieuse, ça se trouve ça sera nul, mais voilà, j'avais quand même envie de le mettre. Voilà pour celui-ci en tout cas. Ah ouais, tu trouves? Ah non, moi j'aime bien les escales en général, mais bon, après peut-être maintenant ils sont plus dans le téléfilm aussi, ouais, peut-être. En plus Lindsay Lohan, c'est vrai que bon, mais c'est pas grave, mais justement ça va être une lecture un peu légère, ça peut être sympa aussi, hein. Ensuite, en plus je vois qu'il va être disponible en audio. Ça c'est le genre de truc que je vais aimer écouter en audio, je sens. Sur Audible. Allez, bon ça aussi, lecture légère. Allez, j'ai mis une romance de Noël et j'ai mis une romance d'Halloween parce que pourquoi pas? Parce que ça change des romances de Noël. Avoir une romance d'Halloween. Allons donc. Donc il s'agit de Crazy Spooky Love de Josie Silver qui sortira le 9 octobre chez Charleston. Et dans cette histoire, ouais, une histoire d'amour et de fantômes, dans cette histoire, quoi, au fait, rien à voir. Ok. C'est le salon du livre de Saint-Étienne, j'imagine, du coup. Il y a un salon du livre à Saint-Étienne. Vigors. Ah oui, c'est vrai que Karen Vigors, oui, c'est vrai, chez les escales, t'as raison. Mais bon, il n'y a pas que ça, quand même. Donc on va suivre la famille Bittersweet qui est devenue une véritable institution dans la petite ville de Chapelwick pour ses services de communication avec les morts. Et on va suivre Melody qui est donc la petite fille de la famille Bittersweet qui, contrairement à sa mère et sa grand-mère, n'a pas envie de transmettre des messages, elle a plutôt envie de se débarrasser de ses fantômes. Et le jour de ses 27 ans, elle va décider de fonder sa propre agence, la Brigade des chasseuses de fantômes. Ta-da-da-da-da, Ghostbusters. Et donc, avec l'aide de Marina, sa meilleure amie, elle va s'atteler à sa première mission, qui va être de libérer une maison des esprits de 3 frères coincés là depuis des décennies, et élucider un meurtre commis plus d'un siècle plus tôt. Et évidemment, il va y avoir... Alors, il y a son ex-petite amie qui est maintenant un concurrent, il y a un journaliste qui va se mêler de ça, et il y a aussi un fantôme
J'aime bien un jeune fantôme au charme irrésistible. Alors, faut pas tomber amoureuse des fantômes, hein. C'est pas très pratique hein, quand même. Hein. Je dis ça. J'ai perdu mon écran. Pardon. Voilà. Et donc voilà, bon voilà, j'imagine qu'on va partir dans un truc avec un triangle, un carré amoureux, je ne sais pas quoi. Bon voilà, si vous avez envie de petites romances d'Halloween plutôt que des trucs horrifiques, ben voilà, c'est parfait. Et donc ça sortira le 10 octobre et non pas le 9 parce que je me suis trompée. Oui, je me suis trompée, j'avais oublié de changer la date. C'est le 10 octobre, pardon, précisons-le. Voilà pour celui-ci. On saute au 15 octobre, et oui, ce livre n'était jamais sorti en France. Il avait été traduit en français, mais en français québécois, disons-le, donc sous le titre Lapin. Et donc c'est HarperCollins qui a décidé de l'éditer en français de France sous le titre Bunny, parce que pourquoi pas, parce que ils aiment pas traduire les titres anglais hein, des fois. Donc c'est Bunny, pas Bunny d'ailleurs. Ça c'est l'habitude de Sailor Moon hein, avec Bunny. C'est Bunny donc de Mona Awad qui est enfin traduit en France. Alors moi je l'avais lu hein, du coup en version québécoise, donc sous le titre Lapin, et j'avais adoré ce livre. C'est un roman d'horreur. Dans cette histoire, on va suivre Samantha qui est une étudiante boursière un peu asociale. Évidemment, c'est un peu Dark Academia aussi, hein, puisque évidemment on est dans une prestigieuse académie, prestigieuse université en l'occurrence. C'est toujours ça la Dark Academia hein, de toute façon, et évidemment le héros ou l'héroïne est toujours un élève qui ne fait pas partie de l'élite, donc elle se sent un peu comme une intruse. Et elle est entourée d'élèves assez prétentieuses, et notamment le clan des Bunnies, qui est un groupe de filles richissimes, tout le temps collées les unes aux autres, toujours en train de rigoler. Donc voilà tout ce que Samantha déteste, jusqu'au jour où elle va être invitée à l'une de leurs mystérieuses soirées, puisque les Bunnies organisent régulièrement des soirées. Et c'est là qu'elle va découvrir un monde totalement à l'opposé de ce qu'elle imaginait, avec des rituels très très bizarres, et donc on va sombrer dans l'horreur. Moi j'avais vraiment adoré, il était tellement original ce roman. Donc voilà, bah, c'est très bien du coup. Bon alors après, en vrai c'est parfaitement lisible en version québécoise, hein, mais bon, si vous avez du mal avec les expressions québécoises, et ben au moins là vous aurez un français de France, voilà. Et d'ailleurs j'ai vu, alors je l'ai pas mis hein, dans les sorties, mais il y a un autre roman québécois qui va être édité en français de France. C'est les fameux que j'ai lu aussi, c'est 24 jours pour survivre au réveillon. Voilà, je l'ai pas mis parce que j'avais déjà mis une romance de Noël et tout. Après c'est pas vraiment une romance, mais plus un feel good, un peu rigolo. Donc voilà, il y a celui-là aussi. Je me retiens fort. Ah bah voilà. Tu vois, Odéa, elle a du mal. Bah après, oui, bah après, voilà, c'est vrai qu'il faut connaître toutes les expressions. Des fois, voilà, quand t'es pas familiarisé, c'est pas forcément évident. Moi, force, je commence à avoir l'habitude. Mais voilà. Voilà, donc... J'adore en plus la couverture avec le lapin. Là. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'ailleurs? Oh Bunny, tu es si génial. Margaret Atwood. Ok. Ensuite, donc toujours le 15 octobre sortira Celle qui n'avait pas de reflet. Nous aussi, il y a des choses qui ne sont pas pratiques pour nous en version française de France. Bah oui, j'imagine. Hein. J'imagine bien. Donc Celle qui n'avait pas de reflet de Keshi Cho, je suppose. Dans cette histoire, alors ça sortira chez Rajo, et dans cette histoire, donc on est dans un univers de fantasy
On va suivre la princesse Ying Yue qui est choisie pour devenir l'épouse du prince héritier Zhang Lin. Mais ses rêves vont s'effondrer parce que elle c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle n'a pas du tout envie de se marier avec cet homme. Et le truc c'est que lui il en a rien à carrer d'elle. En fait il va carrément la confiner dans sa chambre et ne va plus jamais s'adresser à elle. Et il va y avoir des rumeurs qui prétendent que par le passé, cette impératrice aurait mystérieusement disparu du palais. Donc Ying est complètement isolée, avec son reflet pour seule compagnie, et elle va déceler d'étranges manifestations dans son miroir, qui va finir par l'absorber, et de l'autre côté, c'est un peu Alice de l'autre côté du miroir, elle va découvrir un univers où l'attend un prince, cette fois charmant, sauf que il est aussi peuplé de monstres qu'elle a libérés. Voilà, ça a l'air bien en vrai. Oui, ça fait très Alice de l'autre côté du miroir. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Mais j'aime bien. Bon, voilà, c'est une autrice australienne d'origine malaisienne. Donc un peu de représentativité aussi. Toujours le 15 octobre. Alors, un livre intéressant qui est on peut dire un essai / documentaire, on va dire. Ça s'appelle Écran noir, les histoires vraies derrière les films d'horreur. Et c'est écrit par Eric Libio. Et le fossoyeur de film. Alors bon, le fossoyeur de film, en vrai, je suis pas spécialement fan. Hein. C'est un youtubeur. J'aimais bien avant. Mais je trouve qu'il a parfois des avis un peu éclatés sur les films. Mais bon, là, on n'est pas sur des critiques de films, on est sur des histoires vraies derrière des films d'horreur. Donc c'est là que ça devient intéressant. Oui, il s'appelle François Torel, pardon, j'ai oublié de dire son vrai nom, le fossoyeur de film. Donc, dans ce livre, en fait, on va nous raconter des histoires vraies qui se cachent derrière des films très connus comme Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, M le maudit ou encore ça. Donc il y a des histoires de meurtres en série, de légendes sanglantes, de rituels sataniques, et le réel dépasse souvent la fiction. Donc voilà, ils vont explorer 20 œuvres marquantes du cinéma d'horreur et révéler les événements authentiques qui les ont authentiques ou fantasmés, donc j'imagine ça c'est du côté des mythes et des légendes, qui les ont inspirés. Chaque chapitre va proposer une double lecture, une analyse du film et ce qu'il dit de notre société, suivi d'une plongée dans l'affaire qui l'a nourri. Voilà, ça a l'air vachement bien. Hein. Ils ont modifié la date de sortie. Ouais, c'est possible. J'en ai eu plusieurs comme ça où la date avait changé entre temps. Hein. Voilà. D'ailleurs, ouais, ça a été une recommandation de Karine. Hein. Karine, elle m'a envoyé quelques sorties, si elle avait pas mal que j'avais déjà noté aussi. Il y en a que j'ai pas gardé parce qu'il y en avait tellement qu'il fallait faire des choix, mais donc voilà, mais celui-là, voilà, ça sortira chez Darkside. Ouais, franchement, typiquement, ça c'est un livre que je pourrais offrir à Kim par exemple. Je pense pas qu'il regarde mon live, donc voilà, ça pourrait faire un cadeau sympa pour nous. Alors pas que ça, hein, mais moi j'aime bien offrir plusieurs trucs, donc voilà. Et en plus, du coup, moi, ça serait aussi un cadeau pour moi, parce qu'honnêtement, je vais le lire. Hein, mais voilà pour celui-ci. Toujours, alors on reste dans l'horreur, hein, toujours le 15 octobre sortira M is for Monster de Talia Dutton. C'est une BD qui sortira chez Delcourt dans leur collection Waves. Et c'est une réécriture de Frankenstein, en vérité. On va suivre Frances et Maura, qui sont des jumelles inséparables depuis toujours. Et elles ont comme passion commune les sciences. Et malheureusement, un jour, Maura va décéder d'un tragique accident et Frances va avoir qu'une idée en tête. Alors Frances, Frankenstein, vous l'aurez compris, hein, la ramener à la vie coûte que coûte. Et donc, elle va faire énormément de tentatives qui vont se solder par des échecs jusqu'à ce qu'un jour, un miracle va se produire. Elle va enfin redonner vie à sa sœur.
Mais le doute va s'installer, est-ce que c'est vraiment Mora? Bon voilà, on aime bien ça. Ça fait un peu cimetière aussi, hein. Ça fait un peu cimetière. Hein. Voilà, c'est un mix entre Frankenstein et cimetière, là, pour le coup. Ça a l'air trop bien. Alors, 14,95€, vous aurez compris, à la base, ça aurait plutôt été dans les petits budgets, dans les sorties petits budgets, sauf que je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu passer à ce moment-là, donc je l'ai mis ici, comme en plus je manquais un petit peu de graphique, ça tombait bien. Mais voilà. Petite BD qui a l'air bien sympathique et pas très chère pour le coup, hein, 224 pages, 15 balles, je trouve que c'est pas très cher hein, pour une bande dessinée. Voilà donc pour celui-ci. On passe au 16 octobre avec la sortie de Les Esprits de Nacre de Christelle Peraldi aux éditions Héron Argent. Alors je connaissais pas trop cette maison d'édition, j'avais peur que ce soit un truc genre romantasy ou quoi, mais pas du tout, c'est un roman horrifique. Donc on est au 19e siècle en Jamaïque à Montego Bay. Et on va suivre qui on va suivre Annie, qui va devenir la maîtresse des lieux pendant 3 ans. La maîtresse de quel lieu, vous allez me dire? C'est le luxueux domaine de Rose Hall. Et ce domaine va être le théâtre d'événements terrifiants. Et donc ça, ah oui, on va pas suivre Annie du coup. Ça, c'était 30 ans avant. Et 30 ans plus tard, alors on nous dit de l'autre côté de l'océan, donc je ne sais pas où. Je ne sais pas où ça se passe. Peut-être en Italie, parce qu'on nous dit un jeune voleur muet fait la connaissance d'Arte, une riche beauté italienne férue de spiritisme. Et celle-ci est la propriétaire d'un étrange bracelet maudit provenant de la Jamaïque. Et donc voilà, on nous dit que ça va être une enquête paranormale inspirée de la terrible légende jamaïcaine de la sorcière blanche. Et il est qualifié, il est classifié en fantastique et terreur, hein, celui-là. Donc voilà, je précise. Voilà, ça a l'air très très intéressant. Sur la Jamaïque, en plus, ça change un petit peu. J'en sais pas plus. Voilà, par contre, je ne sais pas combien de pages il fait. Mais 26,50€, c'est très cher. Encore, c'est de plus en plus cher. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bref. Voilà pour celui-ci. Le 16 octobre, toujours, sortira Les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari, qui est pardon. Devi Kumari, c'est pas l'autrice du. Donc, Les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari de Vikas Swarup, qui est, enfin Swarup plutôt, je pense, qui est l'auteur de Slumdog Millionnaire. Alors c'est le titre, je sais plus le titre. C'est Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire. Voilà, qui a donné le film Slumdog Millionnaire. Donc c'est le même auteur qui nous revient avec un nouveau livre. Ou alors celui-là, j'ai pas trop su le classifier pour le coup, puisque on est à Delhi. Et on va suivre Devi, qui va être victime d'un enlèvement en pleine rue et qui va être retenue prisonnière dans un sous-sol par un homme dont elle ignore l'identité. Et son geôlier va exiger d'elle qu'elle confesse des crimes dont elle n'a aucune idée. Voilà, il l'accuse d'avoir commis des crimes qu'elle n'a pas commis et elle doit les confesser. Et si elle n'avoue pas, au petit matin, elle mourra. Et du coup, Devi va raconter sa vie, celle d'un enfant des bidonvilles qui, à force de courage et de détermination, a changé sa destinée. Et on nous dit, ses talents de conteuse lui permettront-ils de survivre à la nuit la plus longue de son existence. Ça fait très Scheherazade, hein. Ça fait totalement Scheherazade, hein, mais bon. Qui raconte des histoires pour gagner du temps et survivre. Voilà, mais j'en sais pas plus. Ouais, je savais pas trop dans quel genre le mettre. Celui-ci, c'est pas du thriller, c'est pas Belfond noir, hein, ça sort chez Belfond classique. Et puis en plus, bon, c'est pas un auteur qui fait dans le noir. En même temps, ça a l'air quand même un peu sombre. Mais peut-être qu'au final, ça sera du feel good. Je n'en sais rien. Mais voilà, je l'ai mis. Il a l'air très beau. J'ai jamais lu cet auteur encore. Salut Dafida!
T'arrives un peu sur la fin, mais bon, il reste encore quelques livres. Je parle des sorties d'octobre, pour information, voilà. Et donc voilà pour celui-ci. Le 16 octobre toujours, alors c'est une réédition, je voulais la mettre, alors pareil, il est censé être dans les petits budgets, mais je l'avais pas vu passer. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc c'est une réédition qui était très très attendue, je pense, c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il était devenu introuvable. Il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leino, donc édité à nouveau chez Michel Lafon. Ouais, il était devenu introuvable, à part en e-book. Ouais, c'était le seul support qu'on pouvait lire, mais c'est vrai que pour les gens qui le cherchaient vraiment en papier, et ben le voici. Donc dans cette histoire, on est en Laponie, dans un petit hameau où on va suivre Nicolas qui grandit paisiblement avec ses parents et sa petite sœur. Mais un jour, l'hiver va être particulièrement rude et va emporter tous ceux qui l'aiment et va se retrouver seul au monde. Et personne au village n'est assez riche pour l'adopter. Et donc le conseil des anciens va prendre une décision. Chaque année, le garçon va être pris en charge par une famille différente. Et il en changera à la veille de Noël. Et donc Nicolas ne perd jamais espoir et va se consacrer à sa passion qui est de fabriquer des jouets. Voilà, donc, c'est d'où le titre, hein, voilà, c'est globalement l'histoire imaginée du Père Noël. Et c'est pas du tout un roman cuicui les petits oiseaux, hein, je précise, hein, c'est un roman super dur. Voilà, c'est pas une histoire, c'est pas une histoire mimes à raconter aux enfants. Par contre, ou du moins au moins enfants, au moins 10 ans, je dirais. Hein. Voilà, il a la particularité aussi d'être en 24 chapitres, ce qui fait que ça peut être un livre de l'Avent, avant l'heure. Maintenant, c'est un peu la mode, hein, des romans de l'Avent, mais à l'époque, ça n'existait pas, c'était assez inédit. Bah voilà, Odéa. C'est vrai, t'avais réussi à le trouver d'occasion. Voilà, chance. Bon, ben maintenant qu'il est réédité, ouais, il va plus trop, il va moins coûter cher, hein, de toute façon. Mais bon, c'est cool. En plus, bon, il est réédité à petit prix, hein, 14,95 €. Voilà. C'est vraiment tout petit prix, donc c'est cool. Ouais, bien fait pour tous les vendeurs qui abusaient. Ouais, bah ouais, c'est clair qu'il y en avait qui abusaient sur les prix juste parce que c'était devenu rare, quoi. Bref, je suis en train de me dire, il faut peut-être que j'enlève mon gif du chat qui est sur sa bouée parce qu'on est un peu en automne maintenant, mais bon. Pas grave. Faut que je remette le chat qui est sous son plaid avec la petite tasse de thé là. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. On passe au 17 octobre, on sortira un essai un peu particulier. Je vous avoue que j'ai pas tout à fait compris le concept, mais je l'ai mis parce que j'adore les éditions La Fabrique. Il s'agit de 70 fantômes et autres textes de Nathalie Quintane, qui sortira donc chez La Fabrique. Bon, écoutez, je vous lis littéralement le synopsis, enfin voilà, le pitch quoi. Le 9 juin 2024 était annoncée la dissolution de l'Assemblée nationale. Pendant 3 semaines, tout fait signe, pas besoin d'attendre 2027, c'est maintenant. C'est ce présent des signes sensibles et de l'expérience fasciste ordinaire que s'acharne à repérer et à décrire 70 fantômes en une soixantaine de courts textes. Qui prennent appui sur des choses vues ou entendues, un ballon jaune, des lunettes noires et quelquefois l'irruption d'un personnage bien connu, Bob Marley ou Valérie Pécresse. Expérience, pressentiment, interprétation, nous sommes en tout cas dans une petite ville de province, l'un de ces territoires français situés dans le sud-est, à la campagne. J'espère que c'est près de chez moi. Pourtant, les échappées et les bifurcations restent possibles. Voilà, j'ai pas trop compris le contexte, si elle imagine des scénarios pour la politique française ou... Enfin, je sais pas. Bon, voilà. Mais... j'ai jamais lu. Elle a fait quoi d'autre? C'est plus du roman que de l'essai. Bah là, il est catégorisé en essai, donc... mais effectivement, ça a plus l'air d'être... Alors, une soixantaine de courts textes. Donc peut-être effectivement que c'est plus des espèces de petites nouvelles, des petits scénarios qu'elle a imaginés, je sais pas.
Donc, mais je connais pas cette autrice. Elle a fait quoi d'autre? Attendez, je regarde du coup. Chemoul, un chat français. Déjà, il y a une histoire de chat. La tour, tomate. Putain, je connais pas du tout. Tout va bien se passer. Ah oui, c'est chez Paul, édition Paul. Et chez La Fabrique, elle a sorti Les années 10. Les enfants vont bien, ça c'est chez Paul. Ok. Oh, je connais pas du tout. Un œil en moins. Putain, on en a sorti plein. Et sur plusieurs chez La Fabrique aussi. Un hamster à l'école, La Fabrique. Un plein chez Paul. En fait, elle est chez Paul et chez La Fabrique, quoi. Donc Paul, c'est les romans et La Fabrique, c'est plus les essais, en fait, hein, a priori. Ah, tu veux le lire, Chemoul? Des trucs bizarres de la poésie sonore. Ok, très bien. Ben, écoute, peut-être je la découvrirai avec celui-là. Parce que je suis super curieuse, en vrai. Voilà. Voilà. Putain, en plus, Chemoul, un chat français, ça ne s'invente pas. Il est sorti le 8 mai, le jour de mon anniversaire. Si ça, c'est pas un signe qu'il faut que je le lise. Putain, la vache. Ah ouais, putain, mais je l'avais pas du tout vu passer. Ok, ben écoute, très bien. Putain, il n'y a pas... Ah. Le synopsis, c'est « Et donc, il ne me manque que la parole, eh bien, c'est que vous êtes sourdinque. » Ok. Je sens que ça peut être drôle. Ah ouais, elle est très sympa. Ok, bah c'est cool. Bah tant mieux alors. Bah voilà. Et bah écoute, voilà. Donc ouais, le 70 fantômes, là c'est clair que j'ai très envie de le lire en tout cas. Et le Chemoul aussi du coup. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on saute directement au 22 octobre. Allez, encore un petit feel-good japonais, cette fois fantastique. C'est Le chat qui reliait les âmes au café-pont de Nagi Shimeno. Alors, je pense que c'est un tome 2 en vrai. Mais je suis pas sûre. Parce qu'il y avait déjà le truc du pont là. Que j'avais mis en format poche. Donc, je sais pas. Mais je pense que c'est un peu le même truc. Donc on est au café pont. Où les âmes se retrouvent grâce à un chat prêt à tout pour revoir sa maîtresse une dernière fois. Et il me semble que ça me dit quelque chose dans les poches. Où j'hallucine toute seule. Bon. C'est pas grave. Peu importe. En tout cas, voilà. Donc, au Café Pont, chaque client porte en lui un regret, un message jamais livré. Et donc, c'est le chat Fuuta qui va convoquer les âmes disparues pour offrir à ceux qui restent une chance de dire enfin ce qu'ils n'ont jamais osé confier. Et si Fuuta accomplit 5 missions, il pourra revoir Michiru. Alors, Michiru, c'était son maître ou sa maîtresse, je pense, si j'ai bien compris. Donc, il pourra le ou la revoir une dernière fois. Ça a l'air un peu triste en vrai, mais bon. Du coup. Mais voilà, ça a l'air très mims. Non, j'ai l'impression que c'est un one-shot en vrai. Hein. C'est moi peut-être qui ai halluciné toute seule. Voilà, tiens, c'est marrant parce que l'autrice possède un café à Tokyo. Bon. Au moins. Ah, c'est du on voice, hein, au moins là. Voilà. Elle sait de quoi elle parle, du coup. Bref. Voilà en tout cas pour celui-ci avec donc évidemment alors là c'est même plus la charte graphique du chat là, c'est carrément le chat est le héros du livre hein. Ensuite toujours le 22 octobre on reste au Japon mais là on part dans l'horreur avec Froid glacial de Junji Ito évidemment. Il fallait bien pas d'octobre sans pas d'Halloween sans Junji Ito bien sûr donc c'est le nouveau la nouvelle réédition hein, de Mangetsu en l'occurrence et donc là c'est combien il y a de récits 8 voilà 8 nouvelles. Donc, on a un nouvel élève aux étranges aptitudes qui vient semer la discorde dans le club des adeptes de phénomènes paranormaux, des canalisations dont s'échappent de déchirants râles d'agonie, une forêt aux fruits gorgés de sang, de sinistres ballons arborant des visages humains. Ah, ça, je l'ai vu, ça.
Des sinistres de ballons arborant des visages humains qui flottent comme des pendus. Ça, c'est une nouvelle qui avait été adaptée dans la série d'animation. Elle est vachement flippante, hein, cette nouvelle-là. Des pantins aux allures maléfiques, un avion de ligne qui disparaît dans le ciel avec tous ses passagers. Voilà. Alors, comme d'habitude, ça va être trop bien, hein, évidemment. Voilà. Donc, pour ce nouveau Junji Ito. Le 22 octobre, toujours, on est encore avec un manga, cette fois. Il s'agit de Kisho Tenyo ou Kisho Tenyo de Akimi Yoshida, je vais y arriver. Le tome 1, alors je crois que le tome 2 sort aussi le même jour, il me semble. Et on est un peu dans une histoire justement à la Junji Ito, mais en moins horrifique. Hein. Il est plus classifié comme thriller celui-là. Thriller fantastique. Mais on est dans une histoire un peu à la Tomie, puisque on va suivre Sayoko, qui est une lycéenne à la beauté irréelle et au comportement énigmatique, donc comme Tomie de Junji Ito, hein, qui va arriver dans un nouveau lycée et sa présence magnétique bouleverse rapidement l'équilibre de la classe, attirant aussi bien fascination que méfiance. Mais derrière ces traits angéliques, Sayoko semble cacher une part d'ombre. Kisho Tenyo, c'est initialement le nom de la déesse de la beauté et de la bonne fortune, de la fertilité et de la joie. D'où le titre. Et on nous dit, voilà, dans cette série envoûtante à la croisée du thriller psychologique et du fantastique, Akimi Yoshida s'empare des codes de la mythologie japonaise pour tisser le destin singulier de Sayoko Kano, une héroïne aussi magnétique qu'inquiétante. Figure insaisissable, à la fois ingénue et femme fatale. Bon, c'est totalement Tomie de Junji Ito, hein, vraiment. Et là, j'aime bien cette phrase aussi. Loin des regards masculins qui réduisent souvent les héroïnes à des objets de désir, elle incarne une féminité complexe, autonome et menaçante, dont la puissance trouble autant qu'elle fascine. Vraiment, c'est Tomie de Junji Ito. Bon, on va voir hein, si c'est exploré un peu de la même façon, faut voir. Mais bon, ça a l'air trop bien. Il y a 4 tomes. Voilà. Je pense aussi que c'est une réédition d'un vieux, enfin une édition tout court d'ailleurs, je pense, une édition française d'un vieux manga, parce que les dessins, ça se voit, je vois une planche là notamment, ça se voit que ce sont des dessins assez anciens. Ça sera édité chez Panini, et donc il y aura 4 tomes en tout. Allez, bon, on a dit pas d'Halloween sans Junji Ito, mais également pas d'Halloween sans Stephen King, bien sûr, c'est évident, avec une nouvelle traduction de Carrie. Parce que pourquoi pas. Donc Carrie, qui est le tout premier roman de Stephen King, on le rappelle, hein, et donc dans cette histoire, on va suivre Carrie, comme de par hasard, qui est une jeune fille de 17 ans, qui est plutôt solitaire, plutôt timide, pas vraiment jolie, qui en plus vit avec une mère qui est totalement bigote, qui est enfermée dans un fanatisme religieux. Et en plus, Carrie subit du harcèlement de la part, des moqueries de la part de ses camarades de classe. Oui, parce qu'elle connaît pas grand chose à la vie, malheureusement. Et un jour, donc, elle découvre elle sait déjà qu'elle a un espèce de don de télékinésie, de la possibilité de déplacer les objets à distance, mais bon, elle n'est pas très douée avec. Et un jour, enfin, peut-être sa vie va prendre un tournant plus positif, puisque Tommy, qui est le seul garçon qui semble l'apprécier, va l'inviter au bal de printemps de l'école. Mais bon, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Si vous connaissez l'histoire, vous-même, vous savez. Voilà, écoutez, moi je me le referais bien, ouais, dans cette nouvelle traduction, pourquoi pas. Bon, il n'est pas donné, on va pas se mentir, 25 boules. Alors oui, il est très beau, bon, mais nous on sait qu'on va l'acheter, hein. Je dis nous parce que Kim et moi, c'est sûr que Kim il voudra acheter cette nouvelle édition, voilà, c'est obligé.
Mais voilà, donc ça sortira le 29 octobre. Alors aux éditions Le Livre de Poche, même si c'est pas du tout du poche, je me demandais pas pourquoi. Pourquoi le livre de poche fait du grand format. Je sais pas. Et pourquoi c'est pas dans la même collection que les autres. C'était chez qui d'ailleurs? JC Lattès, hein, je crois. Les nouvelles traductions, là, il y a eu Shining, il y a eu Danse Macabre. Pourquoi on n'est pas dans la lignée de ça? Je ne sais pas. Ils ont repris les droits, je sais pas. Bah, ils ont les droits déjà, le livre de poche, en fait. Je pense que du coup, ils se sont dit, ah bah tiens, vu qu'on a les droits de Stephen King, bah pourquoi on ferait pas du grand format? Et c'est vrai qu'il y a Albin Michel, les nouvelles traductions, il me semble que c'est JC Lattès. Et là, il y a le livre de poche, du coup, qui s'y met aussi. Putain, la vache, ça devient compliqué, là. Hein. Tout le monde a les droits de Stephen King, en fait. Bon, bref, voilà. Et du coup, on termine avec le dernier de cette sélection. Il s'agit de Greta et Valdine de Rebecca K. Riley. Qui sortira chez Ellipsis. Alors, Ellipsis, c'est une collection de Saxus. Hein, c'est leur collection contemporain, globalement. C'est pas les mêmes droits, l'édition poche, le grand format. Oui, c'est clair, mais du coup, le livre de poche, ils se permettent donc de faire du grand format, tu vois, c'est ça qui est chelou en fait. Donc Greta et Valdine, donc c'est une autrice néo-zélandaise et on est justement à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, où on va suivre Greta, donc, qui enseigne la littérature tout en s'accrochant à une histoire d'amour désespérée. Et Valdine, lui, qui est un charmeur mélancolique qui s'interroge sur ses désirs et sur ce qui pourrait bien lui rester à sauver ou à fuir. Ils sont tous les deux frères et sœurs. Voilà, ils s'aiment beaucoup. Ils naviguent entre héritages familiaux complexes, identité plurielle et une solitude moderne qui fait parfois vaciller les certitudes. Donc, si j'ai bien compris de ce que je comprends, donc c'est très queer. Je pense qu'ils sont tous les deux homo. Je pense il me semble que Greta est lesbienne et Valdine est gay, mais je suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est un duo queer, ça c'est sûr. Et voilà, donc ça va parler de famille, ça va parler de genre, ça va parler de pas mal de choses. Et bon, c'est un roman qui a pas mal fait parler de lui apparemment, c'est un peu un best-seller, donc bah écoutez, je suis assez curieuse, donc ça, voilà, j'ai dit la maison d'édition. Voilà, je suis assez curieuse de celui-ci, je sais pas trop ce que ça va valoir. Mais voilà, en tout cas, je vous l'ai mis, ça sortira donc le 30 octobre, c'était le dernier livre de cette sélection. Et du coup, on va revenir donc par ici. Il me reste plus qu'à vous parler de mes lectures en cours. Non, ça c'est pour les bilans lecture. Pourquoi je vais vous parler de mes lectures en cours? Je ne sais pas. Non, les lectures en cours sera pour... Oui, justement, bilan lecture, parce que ce sera la prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. Puisque je pense que je vais faire ça jeudi soir. Voilà. Parce que là, j'en suis déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en suis déjà à 8 livres. Et à mon avis, je vais en finir 2 autres. Donc, il y aura une dizaine de livres. Donc, ça va faire un bon bilan lecture. Et du coup, je vous parlerai de mes lectures en cours à ce moment-là. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Oui, je sais, je suis en retard dans mes commentaires. Pardon. Mais n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire quelle sortie vous intéresse particulièrement. Bon, moi j'avoue c'est les trucs de maison hantée évidemment hein. Mais voilà, je suis curieuse de vos avis. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des sorties dont je n'ai pas parlé et qui vous intéressent. Et on se retrouve donc pour le bilan lecture. Voilà, des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube et à la prochaine. Miaou.